c'est du simnon et rien d'autre. Le style, c'est ça. C'est parvenir à créer une langue étrangère dans la langue française. Un style, c'est cette juste et adorable manière qu'ont les phrases de se déployer aux sinuosités d'une pensée, d'arracher une idée au ciel où elle se mourait d'ennui pour l'enduire du suc absolu de l'instant. La phrase semble alors recouvrir en partie celle qui précède, comme la vague de l'océan. Alors par la merveilleuse fluidité et sûreté de sa phrase, il appartient au classique, mais par l'esprit et la langue, ce prestigitateur d'idées, ce jongleur de métaphores, cet agitateur d'images s'affirme l'héritier des grands artistes baroques comme le Bernin. C'est un metteur en scène d'architecture en trompe-l'œil. Sous sa plume, la langue s'affranchit du voile de la pesanteur, s'envole comme les oiseaux d'Uccello ou de Braque. Il se sera fait à lui-même le pari insensé de mettre tout un livre dans une page, toute une page dans une phrase et toute une phrase dans un mot. Il aura été la providence des enfants qui l'aidaient à grandir et des adultes qui l'aidaient à vieillir. Il est le pivot de beaucoup de vies et l'un de ses plus beaux ornements. Il a connu des minuits sanglants et des horreurs où respirait miraculeux. Ses romans le tranchant d'une épée, mais ses plaies et ses déliés dessinent des ombres d'intériorité. Yann Moix, je crois que je vais prendre la même chose que toi, je crois. Oui. Vous affirmez premier punk et dernier punk de France. J'ai dit ça. Oui. Alors, il faut savoir que je raconte beaucoup de bêtises. Ah merde. Parfois même des phrases que je ne comprends plus 3 ans plus tard. Je ne vois pas tellement ce que je voulais dire par là. Mais bon, la formule est bien. Alors, on va revenir parler de votre enfance. Et vous dites c'est assez étrange, tu pouvais te faire frapper par une famille qui possédait l'intégrale des Pink Floyd. Oui, dans les années 70, il faut savoir que dans les drogueries, je ne sais pas si ça existe encore les drogueries, dans les magasins, on vendait des machines à café, des trucs. Il y avait des martinets. On vendait des martinets. Pas pour les animaux, pour les enfants. Donc il y avait 2 options. Il y a les parents qui, dans 3 options. Il y a les parents qui s'en servaient jamais. Les parents qui s'en servaient de manière classique, par exemple en prenant le manche dans la main et tapant sur l'enfant avec des lanières. Et puis il y avait les parents qui étaient un peu plus expérimentaux, comme Marcel Duchamp qui habitait pas loin d'ici. Il prenait les lanières et il frappait avec le manche, quoi. Donc voilà, il y avait plusieurs. Et le tout, puisqu'on était dans les années 70, sur la bande originale de ces années-là. Et la bande originale des années 70, c'est Eric Clapton, c'est les Who, c'est Pink Floyd, c'est Supertramp, etc. Donc oui, c'était Pink Floyd. Vous dites que c'était un peu des fascistes 68 arts. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient post-68 arts. Chronologiquement, ils habitaient dans une époque, ils étaient enfermés dans leur époque. Donc le fond d'écran était post-68 arts. Mais les réflexes étaient toujours ceux d'avant la guerre, c'est-à-dire des vieux fachos. Et, sauf que la grande différence, c'est que là, ils n'essayaient pas de traquer des juifs, mes parents, mais de traquer des enfants. Et comme ils n'en avaient que 2, et que le plus simple à frapper, c'était moi, parce que manifestement, je me laissais faire, ils m'ont choisi, quoi. Alors, vous dites dans Panthéon, ma mère m'a donné la vie, mais elle cesse de vouloir la reprendre. Elle disait, tu es laid, tu es atroce physiquement. Je n'ai pas pu mettre ça au monde, tu descends trop du singe. Tu es très étonnant dans le lait, ça m'a toujours trouvé ça dans le bide, tu viens d'une maman macaque. Oui, en fait, on croit toujours qu'on peut aller très très loin dans le beau, mais ma mère trouvait que j'allais très très loin dans la laideur, comme si la laideur pouvait avoir des profondeurs esthétiques comparables à celles qui nous font monter les échelles dans le sublime. Donc elle pensait que dans l'affreux, il y avait également des... En fait, on pourrait imaginer ça dans tous les aspects les pires. Est-ce qu'il y a l'odeur la pire du monde ? Est-ce qu'il y a le tableau le pire du monde ? Est-ce qu'il y a la cuisine la plus détestable de tous les temps ? Dans le beau, on a réussi à inventer un mot qui est la subjectivité. On arrive à trouver quelque chose de plus beau que son voisin. Et même à l'intérieur d'un chef-d'œuvre, trouver un autre chef-d'œuvre de quelqu'un d'autre encore plus beau. Donc on voit très bien comment on peut monter les échelons du beau, mais monter les échelons du laid, si j'ose dire, creuser en profondeur pour atteindre le plus abject en faisant des forages, c'est une question qu'on peut se poser. Y a-t-il une limite au lait ? Voilà. Est-ce qu'il y a une esthétique du lait ? À part dans cet appartement, je veux dire. Alors vous racontez votre enfance dans Orléans, les coups de rallonge électriques, les ingurgitations des extrêmement, les abandons en forêt. Il vous abandonnait en forêt la nuit, Oui, comme un déporté. Il m'abandonnait en forêt, oui. Alors, il faisait mine de s'en aller, alors parfois ça durait 40 minutes, j'avais toujours l'impression que ça durait 3 jours. Donc j'étais à la fois libéré d'eux et en même temps un peu effrayé parce qu'on ne se rend pas compte, mais... Et d'ailleurs, quand j'ai fait le service militaire, ça m'a rappelé ça. Ce qui fait peur dans la forêt quand on est enfant, c'est les bruits. Ça n'arrête pas. Les forêts la nuit font un boucan, mais infernal.
on croit que c'est silencieux, qu'il y a juste un chat huant qui fait brrr, mais pas du tout. C'est infernal, il y a toujours un truc qui bouge, vous n'êtes jamais tranquille. Le froid, c'est rien à côté. Non, les mouvements des feuillages, c'est rien, c'est les bruits. Il y a toujours quelque chose qui prend le relais de quelque chose, et c'est des animaux dont on n'arrive pas du tout à greffer la réalité sur les bruits qu'on entend. C'est que des bruits hors sujet avec les animaux qu'on est censé connaître et qu'on nous apprend en classe. Et je me disais, putain, on fout vraiment rien en classe, on ne nous apprend jamais les animaux qui font ces bruits-là, quoi. Même les grenouilles, on a l'impression que c'est des diablotins. Enfin, rien ne résonne comme des choses Les répertoriées. sangliers. Comment? Les sangliers. Non, les sangliers, je pense pas qu'il y en a. Il y en avait pas. Bah, Il y en avait peut-être pas que en c'en Orient. était, mais peut-être que c'en était. Alors, il vous frappait car vous riez à De Funès. Non, je me souviens d'une fois, oui, ça a été très très mal vu que je ris à Les Grandes Vacances avec Louis de Funès. Excellent film de 1964 que je vous conseille d'ailleurs. Alors, c'est terrible parce que le seul endroit où vous êtes bien, c'est l'école. Et à 10 ans, chez Auchan, vous découvrez André Gide. Et là, vos parents disent tu es pédé. Alors, j'ai pas eu de chance parce que mes parents ont toujours été homophobes, ils le sont toujours d'ailleurs. Enfin, ils sont tout phobes. Vous mettez un truc, il y a le phobe qui va avec, ils sont tout phobes. Tout, mais tout. Du moment que c'est quelque chose de bien, de beau, d'agréable, etc., il y a phobe avec. Non, j'ai pas eu de chance parce que au hasard, j'ai ouvert, c'était à Auchan, il y avait des bouquins sur les écrivains, etc. J'ai ouvert au hasard un ouvrage et j'ai vu un type devant un oasis. Donc je me dis, ben, ça doit être génial d'être écrivain. C'est des mecs qui ont un casque colonial sur la tête et qui sont devant des oasis avec des jolies femmes derrière. Bon, et donc j'étais fasciné par cette photo et donc du coup je me suis mis à lire tout Gide. Et c'est par mon père que j'ai appris que Gide était, entre guillemets, parce que c'est le terme qu'il a employé à l'époque, pédé. Moi, j'avais jamais vu que Gide était pédé. Il était sur la plage avec des jeunes éphèbes et il parlait d'une sorte d'extase où il parlait de l'acmé de la volupté. Je n'avais pas vu qu'il y avait une fellation derrière tout ça ou quoi que ce soit. Le mot volupté me suffisait pour imaginer des choses belles et non pas forcément les choses moches que mon père a voulu y greffer, genre pénétration, tous les trucs en sion, quoi, qu'il a voulu y mettre. Alors, dans Panthéon, vous Tu sers toujours des verres avec des traces de rouge à lèvres? Oui, oui. C'est la Des traces marque. de gros rouge. Non, c'est. Alors, dans Panthéon, vous écrivez il fait chaud quand. Je ne sais pas à qui ces lèvres appartiennent. Hein. Il y a bien une coupable dans la salle. C'est le côté Covid de l'émission, de servir des verres utilisés pour contaminer les invités. Alors, dans Panthéon, vous écrivez il fait chaud comme dans toutes les mers. Dans les pères, il fait plus froid. On vient au monde enrhumé. Ou alors ça s'appelle des mots d'auteur pour faire le malin. Ah oui, d'accord. C'est assez joli, ça tape bien, et quand tu me le lis, je me dis, ça a de la gueule, mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Excusez-moi. Alors, dans Naissance, c'est pareil parce que le bébé naît Non mais circoncis. cela dit, posons-nous la question. Le jour où les pères pourront mettre au monde, tu sais qu'il y a un film d'ailleurs, ce sujet, un film avec Marcello Mastroianni, qui est un film de Jacques Demy, qui s'appelle L'événement le plus important depuis que l'homme a posé le pied sur la Lune. Et c'est Mastroianni qui est enceinte ou enceint. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir rétroactivement s'il y a une incidence dans le fait d'être né d'un père ou d'une mère. C'est-à-dire d'avoir été attendu pendant 9 mois dans le ventre d'un père ou dans le ventre d'une mère. Et peut-être que les profils psychologiques différeraient selon le séjour. Et peut-être que rétroactivement, on dirait, toi, tu as une tête à avoir été mis au monde par ton père. Toi, tu as une tête à avoir été mis au monde par ta mère. Mais non, ça se fait plus du tout, ça, aujourd'hui. Vas-y. Oui. Non, dans Naissance, vous naissez circoncis et les géniteurs font tout pour vous retrouver un prépuce. Oui, je trouvais ça rigolo. Ah, Ouais. ok. Un type qui veut se faire greffer un prépuce alors qu'il en a pas, il est naissant. C'est une circoncision à l'envers. Alors- Là encore, c'est quelque chose qui est censé être drôle, mais quand tu le dis, c'est bizarre, ça perd tout son charme. Alors, vous écrivez. En fait, pour séduire les filles, il faut que tes parents te disent t'es le plus beau, je t'aime, t'es le plus extraordinaire, t'es le plus merveilleux. Et vous, la seule personne qui vous a dit ça, c'était votre éditeur. Le Non, mais premier. ça c'est quelque chose, je pense que c'est pas très original et d'autres l'ont expérimenté. J'ai un copain, c'est un de mes meilleurs amis, il est d'une laideur abyssale. Je le dis franchement, mais lui il le sait pas. Il est d'ailleurs le seul à pas le savoir. Mais comme sa mère, non mais c'est vrai, je ne vais pas balancer son nom, vous seriez déjà en train de googliser. Mais comme sa mère lui a répété toute son enfance qu'il était le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, je me souviendrai toujours, toute ma vie. J'étais au restaurant avec lui, il y a une créature, une russe extraordinaire, magnifique, d'1,97 m, lui il fait 1,2 m, hein, 1,97 m derrière lui, et je lui dis, mais regarde cette créature, il se retourne comme ça, il dit, je la baise. Et, non mais sauf que 2 jours plus tard, sur son mur Facebook, il y avait une photo de cet individu avec la fille. C'est-à-dire qu'il a tellement jamais douté de lui qu'il a eu accès à toutes les filles qu'il désirait.
Et je pense que le secret de la séduction, si tant est qu'il y ait des secrets dans la séduction, s'il y en avait, ça se saurait, on serait toujours partout bien accompagné, c'est pas d'être beau, c'est de se trouver beau. Ce qu'on communique à l'autre au moment de la séduction, c'est la confiance qu'on a en soi. Et en fait, quand une fille nous dit non, en fait, c'est nous qui lui imposons bien souvent ce non. Il suffirait qu'on lui dise oui à sa place pour qu'elle entérine ce oui. J'exagère un petit peu. Mais je veux dire par là qu'un trop-plein d'assurance a toujours été plus bénéfique qu'un manque total d'assurance. Il fait que même un type comme Alain Delon ne sait pas qu'il est beau. J'ai discuté un jour avec Alain Delon assez longuement de ça. Alain Delon ne sait pas qu'il est Alain Delon. Comme il n'a jamais reçu une molécule de confiance, d'amour, etc., il n'en revient toujours pas d'être lui d'une part, d'être beau d'autre part. Mais vous dites que quand vous voyez des filles, vous leur parlez pendant 3 heures de Kierkegaard, de Hegel ou de Kant. Je ne fais plus ça, c'est oui, toi qui fais ça maintenant. Vous le faisiez, voilà. Vous parlez là. J'ai passé le flambeau. Vous leur écrivez des lettres de 100 pages en pleine nuit. Je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu une époque de ma vie, plutôt que d'aller voir une fille, ce qui aurait pris 27 secondes, elle m'aurait dit oui ou bien non, je rentrais chez moi et j'écrivais une lettre de 100 pages qui, en plus, la lettre de 100 pages tournait autour du pot. Parce que j'étais terrorisé à l'idée qu'elle puisse penser que c'était de la drague. Je n'avais pas tout compris aux relations humaines à l'époque. Et surtout, j'étais dans une situation où si une fille m'avait dit non, j'aurais mis 6 mois pour m'en remettre. J'aurais pensé à ça 24 heures sur 24. Et vous faites un truc génial, il y a longtemps. Vous réinvitez les filles à dîner pour demander pourquoi elles vous ont dit non. T'es un peu trop renseigné à mon goût. Non, non, c'est beaucoup plus impoli et désagréable que ça. C'est un peu plus violent ce que j'ai fait. C'est-à-dire que toutes les filles qui m'ont éconduit entre l'âge de 12 et 18 ans, et crois-moi qu'il y en a eu un paquet, ça m'a coûté cher en restaurant, je les ai revues 15 ans plus tard pour dîner avec elles. Je me suis amusé, c'est pas très drôle, hein. Tu me forces à dire des choses désagréables, mais bon, je vais le faire quand même. Je dînais avec elles et je faisais tout pour les reséduire, et là c'est bizarre, mais ça marchait beaucoup plus que quand j'avais 12 ans. Pour quelles raisons, j'en sais rien, j'avais peut-être changé aussi. Hein. Elles étaient avec des flics dépressifs, des maçons alcooliques, des mecs qui les cognaient, etc. Donc peut-être que par contraste, c'était peut-être plus intéressant d'être avec moi. Et encore, à mon avis, c'était une illusion d'optique. Mais en tout cas, c'était bon. Et au moment où je sentais que c'était bon, j'allais régler l'addition et je me barrais. Mais vous racontez dans Reims… Non mais, mon cerveau avait besoin de rectifier une humiliation des 80s. Donc… une fois que j'ai coché toutes les cases, alors il fallait que je les retrouve ces filles-là. Et le râteau rend hypermnésique. C'est-à-dire que je savais exactement les prénoms et les noms. Alors certaines étaient mariées, il m'en manquait une, Carole Denis, que j'ai croisée par hasard à Saint-Ouen. Et je lui dis « Ah Carole, ah Yann !» Je ne l'ai pas vu depuis 83. Je dis « Ça ne dit pas de dîner avec moi bientôt ?» Mais elle dit « Si, je viens. » Mais vous racontez notamment une prof… Je vais en prendre un, s'il vous plaît, sans lèvres. Vous racontez une prof que vous avez draguée qui vous réécrit 20 ans après en disant « Mon fils est devenu héroïnomane, séropositif. Il y a 20 ans, j'ai porté plainte, mais là, je serai avec toi. » Non, en fait, c'est une fille. Je lui écrivais des lettres d'amour. En fait, j'ai mis ça dans Reims, mais c'était à Sciences Po. À Sciences Po, j'ai envoyé des lettres pendant 2-3 mois à une fille. Et puis, 20 ans plus tard, jour pour jour, elle m'a envoyé une photocopie de toutes les lettres que je lui avais envoyées. Et elle m'a dit à la fin, est-ce que ce serait toujours valable pour l'interrogation? Alors, vous écrivez, vous racontez un peu dans votre enfance comment un germé en 4e, après naissance, après la lecture d'Ulysse de Joyce. Pardon, j'ai pas compris. Comment en 4e a germé après la lecture d'Ulysse de Joyce, naissance? En fait, il y a des passages de naissance qui ont été écrits quand j'avais 14 ans, que j'ai… c'est très vexant d'ailleurs parce que personne ne s'en est aperçu. C'est-à-dire que personne n'a vu à quel point j'étais précoce à 14 ans ou personne n'a vu à quel point j'étais nul à 45. Mais en tout cas, personne n'a vu le greffon, quoi. J'ai mis des passages entiers que j'ai écrits à 14 ans, ouais. Et votre inspiré de Joyce. Votre monument littéraire en 40 tomes aussi? Il en fera plus que 20. Peut-être que 10 la semaine prochaine. Et alors en 3e, vous faites un cercle de réflexion des étudiants gaullistes. Vous n'êtes que 2. Ouais, le Craig. C'est assez pour faire une scission. Ouais, Éric Denuy et moi, ouais. Craig. Comme on dit chez Trotsky, à 2, on fait une scission. Ouais. Et on en faisait. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. On rédigeait des petits bulletins qu'on mettait dans les boîtes aux lettres. Ah ouais.
D'ailleurs, on les traduisait même en allemand, on était très cuistres. Et je me souviens que la phrase pour parler de Chirac, c'était Der französische Gaullistenführer, Jacques Chirac. Oui, ça se dit comme ça, le leader gaulliste. Et donc, on s'amusait à faire ça. Ouais. Il y en a eu 4-5 numéros. C'était très chiant. Alors vous aviez un point commun avec Depardieu, c'est que vous vouliez être boucher. Depardieu aussi. Ouais. Vous vouliez être boucher. Chirac, ouais. je sais pas. D'accord. C'était imagé. Alors vous Non, non, écrivez- j'ai un copain agrégé de musicologie qui vient de passer son CAP boucherie. Ah oui. Eh oui. Donc, je trouve ça très bien. Alors vous écriviez aussi à 14 ans des livres, par exemple, sur un personnage qui s'était coupé en se rasant et prononçait des sentences en latin et avait décidé de vivre dans un monde bleu. Un autre qui avait épousé un macaque. Ça, c'est le début de Ulysse de Joyce. Voilà, c'est ça. Un qui avait décidé de supprimer Istanbul car il avait vécu un chagrin d'amour. Et dans l'hypothèse noire, une histoire de scène de viol en Pologne en octosyllabes. Ouais. J'aime bien la Pologne, les viols, les octosyllabes dans le même Dans livre. quel ordre? Ah oui. Non, dans le même livre. Ah oui, dans le même ensemble. Ça donnait quoi une scène de viol en octosyllabes? Bah, vous la décrirez tout à Ah l'heure. oui, d'accord. Imaginez que je me ridiculise en 9 pieds. Alors, vous racontez votre échec anormal, et là, c'est extraordinaire, vous parlez dans Reims des suicides de vos amis. Par exemple, Pierre qui s'est pendu horizontalement en courant sur 3 mètres dans son cagibi. Oui, ça c'est tout à fait juste. J'ai un ami qui s'est pendu horizontalement. C'est-à-dire, je me souviens d'une bande dessinée de GB, qui était un dessinateur qui publiait en pilote. Il avait créé un personnage et on voit le type, il s'enferme dans des toilettes. Et il y a un de ses copains qui est dehors, avec un revolver pour donner le départ d'un événement sportif quand on fait de la course à pied. Donc 5, à vos marques, prêts, partez, paf. Et donc le mec à l'intérieur des toilettes prend son élan et comme les toilettes font que 40 cm de longueur, il s'éclate la gueule au bout de 40 cm et il dit au fond le désespoir c'est ça. Eh bien cet ami Pierre, qui s'appelait en fait Pierre Markovitz, enfin dans le livre il s'appelle pas comme ça prouve que tu l'as pas lu. Quelqu'un lui fait ses fiches. Oui, il s'appelle. Non, mais je te taquine. Non. J'avais un doute, mais il s'appelle Pierre. Oui, mais j'ai changé de nom dans le bouquin. Ah oui, d'accord. Non, il s'est effectivement pendu horizontalement. Il a attaché la corde à sa fenêtre. Il devait avoir un tout petit appartement. Et il a sprinté. Et faire tout seul le travail de la gravitation, parce que quand on est vertical, c'est la gravitation qui fait le boulot. Se substituer aux lois de la gravitation universelle par un sprint pour se supprimer, pour que la glotte se bloque, je dis respect, franchement. Il paraît que quand on se pend, on éjacule, juste avant de mourir. Je pense que c'était pas pour ces raisons-là qu'il s'est... Non, mais encore que. Non, il s'est pas suicidé parce qu'il éjaculait pas. Non, je crois que ça fait bander. Hein. Mais il s'est pendu parce qu'il éjaculait dans personne. Et ça, c'est la réalité. Je crois qu'il est mort puceau. Non, il adorait faire des cunilingus aux prostituées, il me l'avait dit. Oui, comme dans Paul une Prébois. lettre très émouvante, non pas en alexandrin, en prose, il m'avait envoyé une lettre en 97 pour me demander si une sexualité normale était compatible avec le fait de pratiquer le cunilingus sur des prostituées au bois de Boulogne. Alors, suite à sa pendaison, ses 2 parents meurent d'un cancer. Et là, donc, toute la famille est décimée. Et vous allez voir la seule personne de la famille qui reste vivante, qui est une vieille tante sourde qui habite entre une prison et un HLM. Exact. Ouais. Il habitait pile en face de la prison de Fleury-Mérogis. Alors, il était bien barré. Il y avait aussi Gilles, qui était un repris de justice héroïnomane, qui était ami, dont vous étiez ami avec la meuf. Ouais. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est terrible. Le jour où Je voudrais que tu parles correctement des femmes. Ah oui, pardon. Vous étiez ami avec la femme. Voilà. Et alors Gilles vous emmène, le jour où il vous emmène pour vos concours. Oui, je passais les oraux des écoles de commerce et comme il était héroïnomane et cocaïnomane, et tout man d'ailleurs, opiumane, il était persuadé que je couchais avec avec Juliette. Et donc un matin, il m'a emmené aux oraux des écoles de commerce, pied au plancher, et il m'a dit, il m'a insulté, il bavait, et c'était terrible, il grillait absolument tous les feux rouges, mais tous les feux rouges. On était poursuivis par les flics, Mais donc dans le livre, j'ai inventé qu'il était mort. Ah, il est pas mort? Non, il est là ce soir. Non, mais il était tétraplégique. J'allais dire, malheureusement, il n'est pas mort, d'une certaine manière. Oui, et puis j'étais dans la bagnole, enfin, c'était un truc terrible. Et je suis arrivé j'ai quand même été passer l'oral le lendemain. C'était vraiment bizarre d'aller passer cet oral où j'aurais jamais dû aller finalement. J'aurais dû mourir dans l'accident.
Alors, il y a aussi Laurence, qui est une fille de votre promo, et son petit ami se venge en pleine nuit. Il vous attrape, il vous enduise le gland de moutarde. Ouais, alors ça, c'est arrivé à un autre, mais j'ai voulu que ça m'arrive à moi. Oui, je m'étais Non, dit. j'ai voulu que ça m'arrive à moi. À la Mora. Oui, j'ai voulu que ça m'arrive à moi parce que c'était plus romanesque, mais c'est arrivé à un autre. Et le casque colonial aussi? Ça, c'est m'est arrivé, ça. Mais ça, c'est pas très agréable, on va peut-être pas en parler ce soir, mais c'est très, très, très scatologique. C'est un truc de bizutage et qui, à part pour les grands amateurs, que je renvoie à la page je sais pas combien, je ne suis pas vraiment à l'aise pour dire dans les détails en quoi consiste cette cérémonie. Si ce n'est qu'elle se pratique dans le lieu le plus petit des appartements. Et il y a aussi ce week-end. Et qu'elle se termine de manière infâme. Mais je vois pas ce que c'est être colonial. Il considère sans doute que le chiotte renversé ressemble à un casque. Mais c'est c'était l'appellation légale. Et alors, c'est terrible sur les écoles de commerce. Au cours du week-end d'intégration, vous êtes en pleine nuit attrapé, attaché, et on vous fait mimer une levrette avec Miss Super Boudin. C'est arrivé à un autre aussi. Ah oui, décidément, je tombe Il bien. s'appelait Stéphane Dubois. Ouais. Alors le pauvre, c'est qu'on lui a fait, c'était les mecs de l'année d'après, de l'année d'avant, qui l'ont mis en position canine sur une fille et ils lui ont fait mimer le coït invagino-canin en lui faisant hurler « je jouis », ce qui fait que le mec a été appelé le chien pendant toute l'année et on l'a plus jamais revu. Il s'est barré, on l'a plus jamais revu à cause de ça. Le mec a été baptisé le chien pendant 1 an. Et Miss Super Boudin. Et la nana a été baptisée Miss Super Boudin pendant 1 an. C'est-à-dire, même elle n'a pas voulu de moi cette année-là. Ah oui. Et j'ai pas souvenir qu'elle était particulièrement disgracieuse. C'était vraiment méchant et gratuit. Et ça aussi, c'est un autre, la seringue qui vous a piqué, la seringue de l'héroïnomane qui vous a piqué et qui a fait... Alors ça, oui, ça m'est arrivé, mais pas là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai à Paris eu des menaces de mort il y a quelques années. J'ai mis cet épisode de manière anachronique dans Reims. Un type qui me menaçait de mort s'amusait à mettre dans ma boîte aux lettres des rats, des chauves-souris, des seringues. Donc je faisais un peu toujours attention. D'ailleurs, aujourd'hui encore, de temps en temps, je fais attention à ce qu'il y a dans Moi les aussi, toilettes. j'ai eu un anesthésiste qui m'avait dit qu'il viendrait me piquer. C'est vrai? Ouais. Il a dû le faire, j'ai Bah l'impression. oui, sans doute. Il a bien fait son travail, au moins il y a eu des petits restes quand même. Alors, en 91-92, vous arrivez à Paris. Vous êtes dans un squat avec des mecs bourrés qui arrachent les sens interdits. Vous vous nourrissez de kebab, place de la République. C'était un squat terrible. Hein. C'était avenue Louise Michel à Levallois. C'était un Allemand qui s'appelait Frank Zeiler qui nous avait loué ce truc-là. Ça coûtait quand même 500 francs. C'était des francs par personne. On était quand même 10 là-dedans. Il y avait 3 pièces. La nuit, il y a des mecs qui beuglaient dans des langues que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, que je ne connaîtrai jamais. Et quand on se réveillait, il y avait des panneaux de sens interdits, des panneaux interdits de stationner dans l'appart. Puis les mecs avaient arraché. Le mec qui venait des pays de l'Est, je pense. Le Franck en question, sa chambre était tellement dégueulasse. Lui, il avait sa chambre pour lui. Nous, on était 4-5. Il avait sa chambre pour lui. Sa chambre était dégueulasse à un point que quand il bouffait, il regardait le porno de Canal+ avec une chemise en soie devant, parce qu'il avait repéré que quand on mettait une chemise en soie blanche devant les images diffractées des pornos, ça restituait un peu la qualité de l'image, comme si ce n'était pas codé. Donc il avait une main dans le slip, une autre dans un paquet de chips, il balançait ce qu'il bouffait comme ça, etc. Et le mec, il était tellement à l'ouest que de temps en temps, quand commençant à prendre des morceaux de chips par terre, il ramassait ses propres ongles de pied ou de main, puis il les bouffait. Alors après, ça lui donnait des espèces de trucs, il vomissait là-dedans, et il n'a jamais nettoyé sa chambre. Et c'était en fait comme ça, la seule pièce propre, c'était la mienne. Mais c'était un miracle, parce que j'étais avec un mec extrêmement maniaque, mais sinon c'était une vraie porcherie. Et vous vendez des conventions d'obsèques en costume cravate. Oui, j'étais en stage à Norwich Union, j'appelais des gens de plus de 84 ans pour savoir si ça les intéressait d'être enterrés dans des conditions convenables et décentes. Et je me souviens, il y avait Jean-Marie Prolier qui faisait des pubs pour ça. Ah oui. C'est un acteur que plus personne connaît, qui avait un quadruple menton, c'est le même que Balladur avec un menton de plus et une tête de curé. Et on vendait à des types qui comprenaient rien à ce qu'on disait au téléphone des conventions obsèques. Et parfois c'était à une semaine près. Une semaine plus tard, je ne pouvais plus les joindre, certaines personnes. Et donc j'étais incapable de travailler en entreprise, ça n'a pas changé. Et je dessinais. Et donc les responsables de stage, voyant mon incapacité totale à m'intégrer, ont dit écoute, on t'emmerde plus, tu ne travailles plus, mais alors tu continues à dessiner, mais tu dessines vraiment. Tu fais des bandes dessinées tous les jours.
Alors un jour, vous foncez à RTL, dans le bureau du grand patron de l'époque, on a reçu, spécial, Philippe Labro, et vous dites « il m'attend ». Et alors là, vous avez Philippe Labro qui tombe sur vous, qui dit « qu'est-ce que tu fous là? Mon coco, on va discuter. Des marlots comme toi, j'en ai vu d'autres. Mais voilà la manière dont je vais t'aider. Je ne vais pas t'aider. Tu te démerderas. L'année 95 n'est pas plus dur que 62. » Et là, vous dites que j'aurais pas une émission à 2h du matin pour moi, mais on va te faire foutre. Ouais, t'es au courant de tout en fait. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'étais allé l'attendre au culot dans son propre bureau. Donc il m'a expliqué qu'il ne m'aiderait pas, mais je lui ai demandé une mission à 2h du matin, pensant que c'était moins cher de faire une émission à 2h du matin. Or, c'est là que les techniciens coûtent le plus cher. Le mec ne m'a pas aidé, il m'a dit la seule manière que j'ai de t'aider, c'est de te foutre à la porte. Vous l'avez revu? Ah oui, je le vois très régulièrement, c'est un ami. Mais le mec ne m'a pas aidé. En fait, il faut s'aider soi-même à Paris. Paris est une ville Paris est une ville très très violente quand on arrive de province. Tout impressionne. Moi j'étais un Orléanais, je suis arrivé ici, il faisait froid, les gens étaient terribles. J'avais un souvenir, quand j'avais 14-15 ans, j'étais allé à Paris tout seul avec un copain. J'avais demandé où je me trouvais à un kiosquier. Et le kiosquier m'avait quand même regardé, j'avais 14-15 ans. Il m'avait montré une affiche qu'il avait scotché à son kiosque et marqué « Ceci n'est pas une agence de renseignement ». J'ai toujours eu cette image dans le crâne. Et Paris est une ville très violente quand on n'y est pas né. Tout impressionne. La taille, la population, le nombre de gens, le froid. Non pas la violence, mais la mesquinerie et aussi l'agressivité. Il y a deux formes de capitales dans le monde. Il y a les capitales violentes et les capitales agressives. Paris n'est pas une capitale violente, mais elle est agressive. C'est-à-dire que ce sont des micro-violences qu'on reçoit toute la journée en flux tendu. Et à la fin de la journée, on se dit « Putain, j'aurais préféré qu'on me foute un bon coup de poing dans la gueule à 8h du mat, comme ça je serais tranquille, mais que plus personne m'agresse de la journée. » Et à Paris, on se prend des électrocutions non-stop toute la journée. Et il y a un truc aussi qui m'avait frappé quand j'étais arrivé à Paris, c'est que la vitesse de déplacement, de translation des gens n'est pas normale. Elle est fois 1,5 par rapport à toutes les villes du monde que je connais, peut-être à part New York. Et donc, les gens ont un rythme de déplacement qui fout une certaine pression. On a l'impression qu'il faut aller vite aussi. On ne sait pas pourquoi. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais on se dit « Ouh là là, il faut que je me dépêche ». Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en province. Et autre chose qu'on ne connaît pas en province, quand on veut aller au cinéma, au musée ou au théâtre en province, on est tout seul dans la salle. À Paris, vous arrivez quelque part, c'est ce que je découvrais quand j'arrivais, il y a 1h30 de queue dès qu'un truc est intéressant. Donc tout ça, c'est un cosmos très différent et très, très violent pour un Alors, jeune. vous écrivez d'abord à Solers qui ne vous répond pas comme il y a Île de Ré. Vous écrivez à Bernard-Henri Lévy qui vous convoque à 7h du matin au Café de Flore. Vous dites « Tu vas me faire 3 articles, Claude Berry, Fellini et le fascisme italien pour 19h, pour la règle du jeu. » Je les avais fait bien avant 19h parce que je trépignais. Et puis, il m'a pris dans sa revue qui s'appelait La règle du jeu. Okay. Et ça m'a permis d'avoir un pied aux éditions Grasset. Parce que j'étais quand même très Rastignac. Et Bernard m'a dit un jour, il faut, pour réussir, je ne sais pas si j'ai réussi, mais enfin pour réussir ce qu'on a envie de faire, et ça j'ai réussi ce que j'ai envie de faire, il faut 2 choses. Il faut que ça soit à 50%, 50% comment dire, sincère et 50% de calcul. Mais que de la sincérité sans calcul, ça mène rien, et du calcul sans sincérité, on ne peut rien faire non plus. Donc c'est ce que j'étais quand même très Rastignac, je suis allé cogner à pas mal de portes. Alors Jubilation vers le ciel, c'est refusé par Grasset, c'est accepté par Roberts, qui appelle Grasset et qui dit « Vous êtes fou, vous auriez dû le prendre, il faut juste virer les 50 premières pages. » C'est comme avec les filles, où parfois, le fait, on ne veut pas d'une fille par exemple, mais notre meilleure amie, je parle de trucs d'ado, hein, notre meilleure amie flash sur elle, donc du coup on l'a adressé au public qu'on a là. Non, mais c'était pas du tout, je visais personne. Quand j'étais ado, j'ai dit. Et donc, oui, c'est passé par Fayard. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Hein. Peut-être qu'après, on posera des questions, on parlera avec les gens. Ah oui, oui, ce serait mieux que de mieux. Parler avec moi. Oui, ce serait plus intéressant. J'osais pas le formuler comme ça. En même temps, je n'ai pas tous les jours la chance, l'honneur de discuter avec des gens qui ont des chaussettes roses. C'est quelque chose… vous avez vu comme le pape. C'est une expérience extrême. Alors, on voit l'influence de Nicolas Dessiendorf sur toi. Oui, tout à fait. C'est à cause de lui que vous êtes venu, malheureusement. Non, grâce. Grâce à lui. Non, je passe une très bonne soirée. Alors vous dites, je n'ai jamais douté du fait que je serais un très grand écrivain. Si on ne pense pas devenir un très grand écrivain, on n'écrit pas. Quand j'écris, je me sens surpuissant, je me sens un héros. D'abord, à 25 ans, je ne doutais pas d'être un immense écrivain. À 50, heureusement que j'en doute, parce que sinon je serais un petit écrivain.
déjà, première chose. Celui qui ne doute pas est un con. Le doute, même les grands mystiques, la foi, pour ceux qui ont la foi est consubstantielle au doute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien ou de grand si on est certain que ce qu'on fait est grand. Ça, c'est un postulat. J'ai oublié le reste de la phrase. J'ai oublié moi aussi Moi la aussi, question. Alors, dans Jubilation, vous attaquez les experts comptables. Vous dites qu'ils sont d'une rectitude encarguée de goélettes pédérastes sur les flots goudronnés, de vieilles salopes à manches et à sous-cul. Avec un fumet. À manche de lustrine, non? Ah oui, vous le connaissez par cœur. Manche de lustrine et à sous-cul. Un fumet ammoniacal si peuse qu'ils font une cérémonie de masquer par de délicates senteurs de Cologne. Ouais, je décrivais un expert comptable au hasard, ouais. Non, je les aime pas, mais en fait, je me suis dit une chose quand j'étais petit, et je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la salle, mais c'est un vrai sujet. Il y a des professions angoissantes, et les professions angoissantes, c'est des professions interchangeables. Quand on a l'impression qu'un métier, une profession, un poste, un emploi peut être fait par quelqu'un d'autre à n'importe quel moment de la même manière que celle dont on le fait. C'est-à-dire qu'un type vient faire votre travail ni en mieux ni en moins bien, pareil. Ça s'appelle l'interchangeabilité du travail. Et je me suis quand même arrogé le droit, lors de mon bref passage sur Terre, pour le meilleur et pour le pire, de ne pas pouvoir être substitué à quiconque et inversement. C'est le seul luxe que je me serais offert sur cette planète, mais je crois que si on ne s'offre pas ce luxe-là, on est la photocopie de quelqu'un d'autre et c'est jamais très réjouissant pour le psychisme. Et vous savez ce que disait Sioran, ceux qui ont renoncé à quelque chose finiront tôt ou tard par vous le faire payer. Alors, c'est drôle parce que dans Jubilation, il y a une accumulation de phrases très courtes et des chercheurs ont dit qu'au fur et à mesure des années de la modernité, le style devenait avec des phrases de plus en plus courtes. Et c'est drôle parce que vous, au contraire, il s'est rallongé avec le temps. Oui, mais tu es vif d'esprit. Ah merci, tu as un œil, on l'avait pas repéré. Oui, c'est vrai, j'écris de manière de plus en plus classique parce que je me suis aperçu d'abord que la littérature expérimentale vieillissait très mal. Guitry a une phrase géniale, il dit la littérature hermétique, c'est ce que j'en saisis justement qui m'échappe. J'aime beaucoup. Et j'en ai marre des livres à la mitraillette. On a l'impression parfois aujourd'hui que tous les écrivains écrivent grosso modo de la même manière, avec des gros mots, des phrases au hachoir, à la mitraillette, et que finalement, c'est quand même plus difficile d'essayer de faire une phrase classique que de faire une phrase moderne. Je suis désolé. Et en plus, il y a dans la littérature classique et dans le style classique une puissance de feu extraordinaire. Quelque chose de choquant, quelque chose de violent, quelque chose de subversif, quelque chose de fort, quelque chose de dérangeant, dit dans une langue classique a une puissance de feu supérieure. Parce que si c'est dans un style qui essaye lui-même de faire le malin, d'une certaine manière, ça fait double emploi et ça annihile la portée scandaleuse du propos. Alors que dans une langue claire, quelque chose qui décoiffe, ça pèse beaucoup plus. Mais vous dites que comme Gide, vous avez voulu que chaque livre soit un style différent. Oui, j'aime bien l'idée que chaque livre soit comme écrit par quelqu'un d'autre. Il y a toute proportion gardée. Kubrick au cinéma, Douglas Sirk faisait à chaque fois des films dans des genres complètement différents. Et j'ai aimé, par exemple, écrire quasiment un livre de gare avec Podium, un roman d'amour avec Anissa Cortot, un énorme livre que personne ne lira jamais avec Naissance. Non pas parce qu'il est illisible, mais il est illu, ce qui est encore plus... Avec Naissance, j'ai eu l'impression... Vous savez, on a tous pris le train, j'espère pour vous, et à un moment donné, il y a des paysages, on sait que personne n'y est jamais, on ne peut pas y aller. On s'imagine avec son amoureuse courir là dans le bois au fond, mais on sait que, on n'ira jamais toucher l'arbre qu'on est en train de voir au fond. Personne, à mon avis, non plus y est allé, c'est juste des paysages de train. C'est ça que j'ai voulu faire avec Naissance, c'est-à-dire un truc vierge de toute présence. Il y a des chapitres entiers qui sont illus et qui seront illus à jamais. C'est très jouissif parce que quand vous êtes page 978, vous voulez faire 14 pages d'affilée sur Miles Davis ou une crotte de chien, en fait, comme vous savez que personne ne le lira, vous pouvez dire ce que vous voulez et le contraire de ce que vous voulez. Tout est permis et c'est jouissif. Oui, dans les pages 300, vous dites que un de vos films préférés est un film de Gérard Courant. Qui dure 12 heures. Oui, voilà, qui dure 12 heures. Même lui n'est pas au courant. Il y a des films qui durent 12 heures. J'aime beaucoup les films de 12 heures. J'en ai vu certains à la Cinémathèque. Et même parfois sans le son. Il y a des films muets qui durent 12 heures. J'ai vu un film de 7 heures de Roberto Rossellini, qui est mon réalisateur préféré de tous les temps, sur le centre Beaubourg. Il a filmé la construction de Beaubourg pendant 7 heures sans le son.
Donc c'est une Super 16 qui tourne, il n'y a pas de son. J'ai tenu quand même 7 heures à la Cinémathèque. Je ne vais pas vous dire sans m'ennuyer, je me suis emmerdé 99,9% du temps. Mais enfin, j'ai vu tout Rossellini, c'est ça qui compte. Alors, il y a un seul livre qui ne vous plaît pas, c'est Les cimetières sont des champs de fleurs. Pourquoi? J'ai vu, il y a trop de gros mots, il y a trop de grossièreté, trop de... Je sais pas, il est mal fait. Alors, vous racontez dans Panthéon, un jour Benoît Poelvoorde s'énerve, je ne sais pas si c'est vrai. Ce que j'adore, c'est que... Mais c'est pas un reproche, je suis comme toi. Tu poses plein de questions, mais t'en as rien à branler des réponses. Mais on le voit. Non mais c'est génial parce que moi je m'en fiche. Non, mais ça fait en sorte que ça se voit un peu moins parce que moi je suis pas susceptible, mais il y a d'autres mecs que je connais qui viendront pas. Hein. Non, Alors, il est tellement hâte de passer à la question suivante. Peut-être parce qu'il y a des agapes après, j'en sais rien. oh non. Alors, dans Poelvoorde s'énerve dans Panthéon, il dit arrête tes romans sur un vieux con. Tu ferais mieux d'entériner ton cinéma. Tu tournibules des glandes, tu avachis ton derme et tu abordes des jeunes filles. Et c'est vrai ou pas cette histoire? De jeunes filles? Non, de Poelvoorde qui s'énerve. Bon, non, mais je me suis amusé à mettre Poelvoorde dans mon roman parce que j'aime sa façon de parler. J'aime rendre romanesque la manière qu'a Poelvoorde de parler. J'exagère sa façon de parler. J'ai essayé de trouver l'équivalent littéraire de la façon dont Poelvoorde parle dans la vie. Comme c'est la personne sans doute la plus drôle que j'ai rencontrée de ma vie et qu'il y a une trouvaille verbale par phrase, j'ai essayé de restituer ça dans un livre. Mais vous dites, si je me trompe, que quand vous êtes allé avec Depardieu en Corée du Nord, à côté Poelvoorde, c'était un petit fonctionnaire. Alors, c'est pas dans le verbe. C'est-à-dire que dans le verbe, c'est Poelvoorde le plus fort. Dans la folie sans verbe, dans la folie qui se passe de verbe, c'est Gérard. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a autant de différences entre Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu dans la folie qu'entre un expert comptable et Charlie Chaplin. C'est-à-dire que je savais pas qu'on pouvait aller encore plus loin. Et Poelvoorde est un génie de la phrase, un génie du verbe. Depardieu est un génie de tout, un génie de la situation. Voilà. Poelvoorde est un génie comique du verbe. Depardieu est un génie comique de ce qui déclenche dans les situations. Et ce qu'il a fait en Corée du Nord n'avait jamais été fait par un être humain depuis que la Corée du Nord existe. Et d'ailleurs, si un autre être humain que lui l'avait fait, il serait passé au peloton d'exécution. Non pas parce qu'il connaissait Depardieu, parce qu'il ne le connaissait quasiment pas. Oui, il demande son CV. Oui, et j'ai compris en fait que Depardieu se permettait ce qui se permettait, non pas parce qu'il était connu, mais c'est parce qu'il s'est toujours permis ce qu'il se permet qu'il a fini par l'être connu. Il a fini par être Depardieu parce qu'il a toujours été comme ça. Et non pas, il est comme ça, donc il se permet tout ce qu'il veut. C'est l'inverse. Oui, c'est formidable. Il donne un billet au guide nord-coréen. Le guide dit, mais tu insultes notre amitié. Il dit, non, c'est pour que ta femme supporte un le con comme toi. Voilà. Non, mais je vous donne un exemple. Il y a une zone qui est la zone la plus surveillée du monde, qui est la DMZ. C'est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il n'y a pas vraiment il y a rien. Il y a juste des soldats qui se regardent en chien de faïence toute la journée sans scier. Et donc c'est l'endroit le plus surveillé de la planète. Gérard était en fauteuil roulant, donc pourquoi? Parce qu'il avait mal au genou. Donc on va visiter un musée parce qu'on n'a pas le choix. Lui, quand on lui a proposé, non, tu m'emmerdes. D'accord, monsieur Gérard. Donc ils l'ont laissé avec la police militaire. Et ces types qui sont parfaitement hiératiques, qui ne bougent pas d'un cil, qui sont des bêtes de guerre, des chiens de guerre, on les laisse avec Gérard. On est revenu 40 minutes plus tard. Il est en train de bouffer des glaces avec eux. Je ne sais pas où il a trouvé les glaces, des cornets. Les mecs étaient hilars. Il avait transformé la DMZ en un film de Pierre Richard. C'était quand même surréaliste. Oui, il salue même le grand leader avec un chapeau de cow-boy. C'est génial. Ah ouais. Alors, on va parler maintenant de Podium, dans l'ordre. C'est un sosie de C. Jérôme qui s'appelle D. Jérôme. Dans le livre, oui. Parce que dans le film, c'est un sujet de Polnareff, oui. Qui est joué par Jean-Paul Rouve, qui s'appelle Couscous. Parce que François et C. Jérôme étaient trop proches. Parce que tout le monde s'en fout de C. Jérôme. Non, mais d'abord, parce qu'ils sont... Oui, comment dire, physiquement, l'avant-veille du tournage, je me suis réveillé à la radio en écoutant Lettres à France. Et là, j'ai eu un flash. J'ai appelé mes producteurs, j'ai dit en fait, il faut faire un sosie de Polnareff. Ils m'ont dit, ok, on arrête tout, on ne fait pas le film. J'ai donc demandé à Jean-Paul de mettre une perruque et les lunettes de Polnareff. Et quand ils l'ont vu, ils m'ont dit, d'accord, on fait le film. Ça s'est joué, mais à 48 heures. Et pourquoi C. Jérôme? Parce que j'ai voulu le présenter avec le sosie de C. Jérôme qui s'appelle D. Jérôme. C'est drôle, hein? Ah oui. Ah oui, mais voilà, c'était l'humour dont j'étais capable à l'époque. On a une grande appétence pour les chanteurs ringards dans cette émission. On est très amis d'Hervé Villard et de Nicoletta. Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle l'histoire de Podium parce que récemment, il y a un scandale qui a rappelé un peu cette histoire. C'est-à-dire que Johnny Rock,
sosie de Johnny Hallyday, avait participé à un meeting de Filippo. Et il y a eu Ah bon le Discord de Johnny Christ qui a dit attention, c'est très sérieux d'être sosie de Johnny, je ne supporte pas que Johnny Rock fasse un meeting de Filippo. Dans mon bureau, quand je préparais Podium, il y a 2 Johnny qui arrivent. Et je dis, ça n'a pas l'air d'aller, les gars. Non, s'il joue. Si lui, il joue dans le film, je ne joue pas. Hein. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient tous les deux le même nom. Ils s'appelaient Johnny Star. Je dis, écoutez, les gars, vous avez qu'à mettre Star avec un R. Et... Non, c'est lui qui cède, moi je ne céderai pas, machin. Je dis, écoutez, je vous laisse une semaine. Et dans une semaine, vous revenez. Je prends aucun des deux. Donc, soit je prends les deux, soit j'en prends aucun. Donc, vous vous démerdez. Une semaine pile, mais pile. Ils reviennent dans le bureau, hilar, je les entends déconner, machin. Ils avaient résolu le problème. Il y en a un qui s'appelait toujours Johnny Star, et l'autre, mais ravi de la crèche, avait trouvé plus fort de s'intituler Johnny Tsar. Et j'ai fait ce film parce que j'avais vu des émissions sur les sosies, etc. Et quand j'ai vu des sosies, j'en ai interviewé quelques-uns pour écrire le bouquin, etc. Il y a des phrases qui m'ont dit, ok, je sais que je tiens quelque chose. Quand un type vous dit, par exemple, je sais que je suis mieux dans ma peau, je suis beaucoup mieux dans ma peau depuis que je suis dans celle de Claude. Quand un mec vous dit, pour Claude, phrase que j'ai recasée dans le film, quand un mec vous dit, pour Claude, ça a été beaucoup plus facile parce que lui, il était Claude François dès le départ, alors que moi, il a fallu que je bosse comme un malade pour rattraper mon retard. C'est quand même des phrases extraordinaires. Quand un mec parle normalement et que les derniers mots de sa phrase sont prononcés de manière nasale comme Claude François. Bon Yann, par contre, là je vais te laisser, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Non mais c'est quand même, il y a toute une galaxie fascinante. Il y a un type, un sosie de Coluche, sur le tournage, qui, bon, je lui ai écrit à toute vitesse un truc lamentable, mais lamentable, parce qu'il y avait un petit plan à faire d'un sosie de Coluche. J'écris sur un bout de table, hein, mais un truc lamentable, un sketch, mais un faux sketch, j'avais même pas besoin qu'on l'entende entier, c'était pour avoir 3-4 phrases pour le filmer pour le film. Et j'ai appris que le mec, ça faisait 12 ans qu'il tournait avec le sketch que je lui avais écrit, mais qui vraiment nul. Ensuite, il y avait des problèmes, c'est-à-dire que les sosies voulaient des loges. Il y a même un sosie de Poulvord qui est arrivé sur le tournage qui a exigé la même loge que Benoît Poulvord. J'ai dit, mais il n'y a pas de sosie de Poulvord dans le film, parce qu'il joue le même un sosie. Enfin, on a eu des trucs, mais pas possible. Il y a à la cantine, les Sardou, les Elvis et les Johnny ne se mélangeaient pas. Il y a même, ça je l'ai mis dans un film, c'était coupé montage, il y a un Clo-Clo qui s'est assis à la table des Elvis. J'ai vraiment cru qu'il y aurait une baston. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont tapé sur la table en chantant Le téléphone pleure pour humilier le mec. Ils ont commencé à lui mettre le doigt dans l'oreille. Et ça, du coup, j'en ai fait une scène que j'ai enlevée au montage. Mais c'était fascinant. Alors maintenant, on va parler du film dont le making-of et l'histoire du film est extraordinaire et 1000 fois plus drôle que le film. C'est Cinéman. Alors là, c'est extraordinaire. Alors, tout est génial. Le réalisateur fait une crise cardiaque. Je sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Lost in La Mancha. C'est un film de Terry Gilliam qui raconte, c'est un documentaire qui raconte comment Terry Gilliam ne parvient pas à tourner Don Quichotte. Oui, après il a réussi, enfin entre guillemets réussi, il a réussi à le faire. Mais le film est moins bon que le making-of du film qu'il n'a pas réussi à faire. Et honnêtement, je dis ça, mais avec une humilité totale. Ce qui est arrivé à Terry Gilliam dans Lost in La Mancha, c'est du pipi de chat par rapport à Cinéman. Je pense que toutes les couilles qui peuvent advenir à un être humain sur un tournage, je les ai eues. Mais c'était non-stop. Ah mais on va les faire, c'est merveilleux. On va les faire. Tout d'abord, Paul Vord, au début ça devait être Paul Vord qui jouait le rôle. Seul problème, il se sent pas bien. Il n'est pas dans la préparation physique. Il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme. Donc déjà, il renonce. 15 jours, 3 semaines avant le tournage. Voilà, parce qu'il faut des cours d'escrime et d'équitation, voilà. Il n'est pas en état de les faire. Non, il était fatigué. Il est fatigué. Ensuite, vous voulez tourner avec les pellicules de l'époque, parce que c'est un film où un personnage se balade dans les époques et va visiter les films, et vous dites, je vais tourner avec les pellicules qui ont été utilisées pour chaque film. Oui, mais je vais quand même te raconter une anecdote. Je fais des essais de muets, de slapstick, genre Laurel et Hardy, Harold Lloyd, Buster Keaton et Charlie Chaplin avec Dubosc. Et donc je filme en noir et blanc avec Dubosc pendant une journée. Et je regarde les rushs le soir, véridique. Hein, et j'appelle le producteur et je lui dis, Abel, j'ai une idée. Il dit quoi? On arrête tout, on fait un film intégralement en noir et blanc, en muet. Il me dit, mais si tu as d'autres idées comme ça, tu m'appelles. Il me raccroche au pif. Et après, il a raison, c'est vraiment une idée de con. Et un an plus tard, le film du Jardin a eu...
Bon, non, mais c'est une histoire vraie. Ah ça. oui, c'est génial. Et je lui dis oui, il a raison, c'est complètement con. Alors vous inventez des concepts, la dubosquisation. C'est-à-dire vous dites Dubosc, il y a plusieurs niveaux de Dubosc. Est-ce qu'il est très Dubosc ou un petit peu Dubosc ou beaucoup Dubosc? Et vous faites des degrés pour chaque scène. Voilà ce qui s'est passé. J'avais choisi Poulvord. Je voulais faire podium puissance 10. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était drôle, pour ceux qui ont aimé, hein, dans Podium, c'est que c'est un sosie de Claude François qui ressemble à Françoise Sagan, quoi. En fait, Oui. et donc, je voulais que dans Cinéman, ça soit le même effet. Un mec qui ne ressemble à aucun acteur. Et le seul qui était bankable à l'époque, avec Dujardin qui était balèze, c'était Dubosc. Donc, comme on avait déjà engagé des frais pour le film, on a pris Franck, qui est un mec extraordinaire, un être humain fabuleux, et quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner. Mais le problème que j'ai eu, c'est qu'on le met en Clint Eastwood. Merde, c'est le sosie de Clint Eastwood. On le met en Errol Flynn, de Robin des Bois. À la virgule près, c'est le sosie d'Errol Flynn. En Tarzan, alors je ne sais pas de qui c'est le sosie, mais ça le fait. Et donc, dans aucun costume, il est vraiment ridicule. Et donc, le film qui avait été écrit pour quelqu'un qui ne ressemble jamais se transforme en un film avec quelqu'un qui ressemble toujours. J'étais donc dans la merde. Et donc, pour essayer de combler les lacunes, d'essayer d'éviter la catastrophe, j'ai essayé de demander à Franck d'exagérer certaines scènes et de dubosquiser. Donc je montais d'un cran, de deux, etc. On a essayé en fait de masquer ce vice de forme de départ par des clowneries en fait. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à cette scène où il joue un sosie de Clint Eastwood dans un western spaghetti qui abat ses ennemis en disant « ça va être la fête du slip ». Oui, c'est pas très drôle comme réplique. En fait, mais j'étais sonné en fait sur ce film. Il faut savoir que le chef opérateur a fait un infarctus, on en a changé. C'est formidable. J'avais regardé le film de Robin des Bois de 1938 avec Errol Flynn. J'avais lu un livre dans lequel ils expliquaient que pour avoir une pellicule, un effet Technicolor, il fallait mettre des costumes spéciaux qu'on a fait faire à prix d'or, mais ça ne fonctionnait que sous grand soleil. Je lui dis, c'est pas grave, on est en plein mois de juin en Belgique, dans la forêt. J'avais été en repérage, la forêt est magnifique, etc. Ça va le faire. Il y a eu des pluies torrentielles pendant une semaine, donc on a tourné avec des costumes fluo, des tissus faits pour le soleil, sous une pluie battante. On avait donc l'impression d'un mec en moule bite fluo dans une forêt sans la moindre feuille. Ensuite, le tournage a été interrompu pendant 6 mois. On est allé à Almeria pour faire le western. Là, il y a eu une tempête de sable qui a duré des jours et des jours, donc on ne pouvait jamais tourner. Ensuite, il y a eu des choses beaucoup plus malheureuses, c'est-à-dire que l'actrice principale s'est pendue. Oui, Lizzie Gordon, après le film, donc on a mis ça sur le compte du film. Il y a Dubosc qui se casse les escaliers, se casse la gueule dans les escaliers et qui gît au milieu d'une mare de sang, 25 points de suture. 25 points de suture, deuxième jour tournage, 25 points de suture. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu tout. L'équipe belge n'a jamais voulu adresser la parole à Dubosc, le pauvre, parce que comme il s'attendait à faire un Poulvord et qu'on leur a annoncé un film avec Franck, et que c'est des Belges, ils ont vraiment fait la tronche et donc ils n'ont pas adressé la parole à Dubosc. Quand il s'asseyait par exemple sur une caisse, il y a des espèces de caisses où on range les trucs, il n'avait pas l'autorisation de le faire. C'était comme ça pendant tout le film. Il y a eu de la baston entre les techniciens français et belges dès le 3e jour de tournage. Enfin, c'était un cauchemar. Il y a Dupontel aussi, vous aviez fait le scénario et vous aviez oublié un acteur. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand j'ai fait le scénario, comme c'est un type qui voyage dans toute l'histoire du cinéma, j'avais fait des photomontages où on voyait Poulvord dans toutes les scènes du cinéma mondial. Dans Tarzan, dans Les Trois Mousquetaires, dans La Guerre des Étoiles, enfin partout. Et comme j'ai pas voulu faire le travail 2 fois, le second rôle, c'était Dupontel, j'ai pas fait les montages photos pour Dupontel. Donc je lui ai envoyé le scénario avec que les montages photos faits pour Poulvord. Et donc il m'a jamais répondu, il m'adresse plus la parole depuis. Alors vous dites, il y avait aussi Lucy Gordon qui a manqué de se noyer en pirogue avec les mains attachées dans le dos. Exact, on faisait Tarzan, et elle a failli tomber, elle est tombée, oui. Mais alors, le pire, c'est la post-prod, parce qu'en fait, quand vous avez fait le film, vous dites « je me sens enveloppé de merde, c'est une catastrophe, donc je vais refaire le film en post-production avec un autre scénario ». C'était terrible, là c'était vraiment terrible. Je monte le film tel qu'il était écrit.
Bon, d'abord, il faut savoir que quand on monte un film, le cinéma, c'est 3 supports complètement différents. Quand vous écrivez, il n'y a aucune raison que ce que vous écrivez soit tournable. Il faut donc trouver un vocabulaire de tournage, et ce vocabulaire de tournage n'a rien à voir avec ce qui est écrit. La matière n'est pas la même, ce qui est normal. Donc au tournage, on s'adapte. Au montage, il n'y a aucune raison qu'on puisse monter ce qui a été tourné. Là encore, ce n'est pas le même support, ce n'est pas la même matière, ce n'est pas le même état d'esprit. Donc on monte, ça veut dire qu'on refait pour la 3e fois l'histoire. Scénario, montage, tournage, montage. Là, je fais mon travail normal, je montre le montage. Le producteur arrive dans la salle. C'était Jérôme Sédou, c'est pas un rigolo. Hein. Il voit le film comme ça, il était devant moi. Il regarde le film. Au bout de 10 minutes, il dit « Je commence à m'emmerder, Yann. » Hop, je continue. Il me dit « Le type là à côté de moi, c'est votre monteur ?» Je dis « Oui, Jérôme. » Il me dit « J'adore Jérôme Sédou, hein, c'est un mec très drôle et tout ça, mais c'était brutal. » Il dit les choses en face. Il dit « Votre monteur là, il faut le noyer ou il faut en changer, mais enfin, il faut faire quelque chose. » Donc, un autre producteur arrive, le cran en dessous, et il nous dit « Bon, Jérôme n'a pas aimé, il faut retravailler. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il n'y a rien qui prend, ça prend l'autre depuis le début. J'ai eu la capacité d'envoyer tout le monde dans le mur pendant des mois et des mois. J'arrive à faire n'importe quoi à des gens, mais une fois que c'est filmé, on ne peut plus faire n'importe quoi à un film dont on a les images. Les acteurs, ils sont malléables. Les images, elles sont rigides. On ne peut plus rien en faire. Ce n'est pas de la pâte à modeler. Donc il me dit, bah, j'ai une idée. Comme c'est pas drôle et que c'est nul à chier, tu vas refaire tous les dialogues. Je dis, comment ça ? Bah, tu vas faire dire à des gens, là, ils vont dire des choses complètement différentes de ce qu'ils disent, jusqu'à temps que ça soit drôle. 18 mois de montage, pour un truc beaucoup moins drôle que le film de départ, qu'il était déjà pas beaucoup, mais là, au moins, il était très mauvais, le film de départ. Mais le film d'arrivée, il en est fascinant. Donc, je ne regrette pas d'une certaine manière, parce que ça devient fascinant. Et donc, encore du Nord, ils adorent. C'est très familial. Ah oui, ils l'ont aimé. Ah oui. J'ai trouvé un endroit sur la planète où ils adorent Cinéman. Après, on me demande pourquoi je passe mes vies là-bas. Et donc, on voit bien qu'il y a des... Ça va jamais. Quand les gens parlent, le texte ne correspond cela pas. dit, c'est aussi de la mauvaise foi, parce que 100% des films italiens tournés jusque dans les années 80 sont des films où le lipping est aussi mauvais, puisque les réalisateurs italiens disaient aux acteurs, bon bah vas-y, hein, tu racontes n'importe quoi, les Fellini, les Rossellini, machin que ça. Mastroianni, dans ses films, Elena Veva ou autres, dans 8,5, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis après, ils mettent les dialogues dessus. Hein. Mais bon. Alors, je crois que c'est le chef opérateur qui dit « J'ai vu un film que je n'ai jamais tourné et j'ai vu un film que je n'ai pas enregistré. » Non, j'ai lu un film que je n'ai jamais tourné. Oui, mais il a raison. Il y a pire. Un jour, il y a pire. Sauf que là, il s'agit d'un chef-d'œuvre. J'ai une anecdote. Maurice Pialat, c'est Claude Berry qui raconte qu'un jour, il croise Maurice Pialat, rue Lincoln, en 1983. Et Pialat tire une gueule pas possible. Et Claude Berry lui dit « Ça n'a pas l'air d'aller, Maurice. » Il dit « Non, je viens de voir une merde, là, en salle de projo. T'as vu quoi ? Mon film. » Et quand les gens voient la vitesse à laquelle tourne le générique de fin, ils disent « Heureusement, on ne verra pas nos noms. » Non, c'était bizarre. Ouais. C'est bizarre. Étrange. C'est une drôle d'expérience. Et en même temps, c'était une école de cinéma parce que j'ai tourné tous les genres. Comédie musicale, film muet, film expressionniste allemand des années 30, film de KPDP, western. Mais ce qui est bizarre, c'est que la colorimétrie est la même selon les scènes. Donc il n'y a pas de différence entre les films qu'ils visitent et la réalité. Oui, c'est une erreur. Oui. Je ne vais pas aller très bien. Oui, il paraît que vous arriviez en retard et que... Ça, c'est faux. Ah non, oui. Non, mais rétablissons la vérité. Non, ça, c'est faux. C'est impossible d'arriver en retard sur un film. Oui. Non, c'est impossible. Je vois pas comment on peut. C'est tout juste sur un montage si quelqu'un vient pas vous lire une histoire avant de vous endormir. Donc les mecs sont là le matin, ils vous réveillent. Non, ça c'est impossible en fait. C'est techniquement impensable. Il y a 15 personnes qui sont payées pour que à 7 h du matin on puisse dire moteur. Donc ça c'est vraiment... Alors ce qui est amusant, on va parler de la Corée du Nord, c'est que vous aimez avoir plusieurs vies. C'est-à-dire en même temps passer la matinée avec Jean-Marie Bigard aux grosses têtes, l'après-midi faire un séminaire de 9 h sur Ponge ou Heidegger, et finalement on a l'impression que vous réconciliez le fond, la forme, vous réconciliez tout dans un même élan. En fait, une vie c'est quoi ? C'est d'écouter Franz Liszt et Michel Delpech dans la même journée. On a le droit d'aller voir une comédie et un film grave, on a le droit de partir en vacances au Club Med et ensuite de faire une retraite dans un monastère. C'est ça qui est extraordinaire dans une vie. C'est qu'on a besoin à la fois de burlesque, d'exagération, de repos, de bruit, de risque, de sécurité.
euh, de sport, de flemmardise. On a le droit de tout faire. Et les vies qui se bornent à un programme sont des vies terribles. C'est comme les gens qui ont des grilles de lecture pour penser. On ne peut pas. Peggy disait, il y a pire qu'une pensée, une pensée toute faite, c'est pire que pas de pensée du tout. Mais une vie toute faite, où on aurait toujours la même hygiène de vie, serait terrible. Oui, il m'est arrivé de faire les grosses têtes avec Bigard le matin et de parler de Heidegger pendant 2 heures devant François Fédier l'après-midi. Oui. Et est-ce que c'est pas la différence entre l'aristocratie et la bourgeoisie? Finalement, l'aristocratie réunit à la fois la personne, le populaire, tout comme les grands écrivains, alors que la bourgeoisie cloisonne et veut que la fond et la forme. Tu dis un truc très très juste et vraiment très profond. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'aristocratie, il y a de l'humour. La bourgeoisie, il n'y en a pas. Dans l'aristocratie, il n'y a pas d'esprit de sérieux. Dans la bourgeoisie, il y en a, et c'est même la définition de la bourgeoisie, c'est l'esprit de sérieux. Et avec un truc extrêmement pernicieux dans la bourgeoisie, c'est de récupérer les œuvres une fois que les gens sont morts pour en faire des vrais sujets graves, alors que les gens qui ont été à l'origine de ces œuvres étaient méprisés par cette même bourgeoisie quand ils étaient vivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète des millions des tableaux de maîtres, mais ces maîtres-là, les bourgeois leur auraient craché au visage de leur vivant. Et dans l'aristocratie, comme il y a le sentiment d'une protection, même si cette protection est imaginaire et virtuelle, elle donne aussi le sentiment d'une inconscience et d'un rapport à la vie qui est finalement fait de farce. L'aristocrate n'a qu'un ennemi, c'est la mort, puisqu'il ne peut rien vraiment lui arriver. Donc la mort, l'extinction, et donc face à la mort, on n'a qu'une expression possible, la grimace, le burlesque, l'humour. Le bourgeois, c'est pas la mort son ennemi, c'est la pauvreté, c'est la misère. Il y en a un qui a peur uniquement de la mort, c'est l'aristocrate, et le bourgeois n'a peur uniquement d'une chose, c'est de la rue. La rue en tant qu'il pourrait y retourner ou y aller, ou la rue en tant que la rue pourrait arriver chez lui. Et par ailleurs, on voit très bien que face à la mort, les grands aristocrates dans l'histoire ont toujours été plus courageux que les grands bourgeois. Dire, vous avez bien connu Jean Edernalier, qui était l'exemple même de l'aristocratie. Jean Edernalier. La première fois qu'il me voit, il me dit « T'as quel âge, toi, là ?» J'ai 22 ans. Bah, 22 ans, j'étais plus beau que toi. Alors, il y a cette idée géniale de dire « Je vais faire que 2 mégalithes se frottent ». Et en 2012, vous foncez chez Air France sans bagage, sans rien, vous partez 6 semaines à Séoul seul, et quand vous y retournez, vous dites « Je vais y aller avec Depardieu ». Non, Depardieu, je suis allé en 2018. Oui. Non, j'ai été pas mal de fois en Corée du Sud, j'ai fait quelques voyages en Corée du Nord, et un jour, je sortais de l'ambassade de la délégation nord-coréenne, et je vais chez Gérard, et je dis à Gérard, tiens, qu'est-ce que tu fais le 5 septembre? Il me dit, rien, pourquoi? Je t'emmène en Corée du Nord, il prend un carnet, il me dit, ouais, je suis libre. Je pensais absolument pas qu'il viendrait. Il est venu. Et alors là, c'est sidérant parce qu'il prend la main des guides, il leur demande vos histoires d'amour, comment ça se passe. Alors en fait, voilà, j'ai le film sur mon disque dur. J'aurais dû l'apporter ce soir, plutôt que d'écouter mes conneries. J'aurais dû vous projeter le film. Oui, ça aurait été punk ça pour l'émission. Là, je vais dire pourquoi, parce que peut-être que personne ne verra jamais ce film. Ah oui, pourquoi? C'est un film tellement impossible à montrer en 2021, parce qu'il contient, que je ne suis même pas sûr de trouver un distributeur, un producteur qui acceptera de mettre son nom sur cette chose. C'est un film faramineux, c'est un film dingue, c'est un film fou. Gérard Depardieu en Corée du Nord. Je l'ai montré à Cyril Viguier, qui est un ami. Il a vu des films, Cyril. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un truc pareil. J'ai montré à une fille de 21 ans qui a arrêté au bout de 5 minutes en disant que c'était de l'humour trop genré pour elle. Mais non, c'est vraiment. Moi-même, je ne me suis pas aperçu de ce qu'on avait fait. Oui, parce que c'est incroyable. Vous aviez peur qu'avec Depardieu, la Corée du Nord se referme encore plus. Alors qu'au contraire, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. C'est ça ce qui est étonnant. Ils sont ouverts. Mais le film est quasiment immontrable. Il ne va jamais exister? Je vais le montrer de manière clandestine. Clandestine. Il y aura un code secret pour pouvoir le visionner chez soi. J'espère le sortir quand même, mais ça va être difficile. Alors, maintenant, on va parler d'une simple lettre d'amour. En 2015, vous dites « La promesse d'être avec quelqu'un m'a toujours rendu plus heureux que son effective présence ». Est-ce que, au fond, on ne tombe pas toujours amoureux d'une image qu'on se fait d'une personne plus que d'une personne? Et on ne reste pas amoureux de cette image, on quitte pas cette image. Bien sûr que si, mais il y a autre chose. C'est que j'ai toujours préféré la présence à la compagnie. Or, la présence, on n'a pas besoin de la compagnie de la personne pour la vivre. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en tête, bien sûr, c'est mieux d'avoir quelqu'un en tête qui est avec soi, c'est-à-dire dans la vie. Mais la présence physique de la personne, qui est la compagnie, nous empêche presque de profiter de cette personne.
Quand on est seul, loin, et qu'on a quelqu'un dans la tête, on se sent mieux parfois que si la personne effective était à côté de nous, réellement. Ça, c'est mon côté névrosé. Mais vous savez, dans Proust, il y a une phrase où il y a Albertine qui monte les escaliers et le narrateur lui en veut à mort parce que, à cause de sa venue, il ne pourra plus penser à elle. Je suis un peu comme ça. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant. Je trouve aberrant, par exemple, qu'on vive dans le même appartement, qu'un homme et une femme Hmm. vivent dans le même appartement. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Oui, votre grand problème, vous, c'est après l'amour. Parce que vous dites, après l'amour, je ne sais pas quoi faire avec la femme. Et Non, mais ça dépend. Non, mais ça dépend. On a tous vécu des choses où, par exemple, après le Coït, il y avait un moment un peu troublant. On ne savait pas tellement quoi faire. Si on voulait épouser la personne ou ne plus jamais la revoir, il y a des moments troubles. Si on devait la catapulter sur Mars ou lui proposer une bague de fiançailles, il y a toujours un no man's land un peu bizarre. Vous écrivez, chez moi, à l'instar de ces clowns chez qui l'exercice de la rigolade se conclut par le spectacle du suicide, l'amour aboutit à sa propre négation, la haine. La haine qu'on éprouve pour quelqu'un qu'on aime n'est rien à côté de la haine qu'on éprouve pour quelqu'un qu'on aime. Qu'on n'aime pas. Oui, qu'on n'aime pas. Et alors, ça me rappelle une phrase de Schister qui est tout à fait dans ce genre-là, qui dit « J'ai connu de nombreuses femmes, beaucoup m'ont été antipathiques, d'autres désagréables, d'autres carrément insupportables, mais je n'en ai haï qu'une seule, ce fut la passion de ma vie. » Et voilà. Mais c'est surtout que tout le monde l'a sans doute éprouvé. La haine dont on est capable, comme acteur ou comme soit de manière passive ou active, c'est-à-dire on en fait les frais ou on en est l'acteur. La haine qu'on peut essuyer ou ressentir pour quelqu'un qu'on aime ou qu'on a aimé est bien plus terrible que la haine qu'on a pour un ennemi. Parce que d'abord, je pense qu'il ne faut pas haïr ses ennemis. C'est pas très aristocratique, mais c'est surtout qu'en haïssant ses ennemis, on se met à égalité avec l'ennemi. C'est-à-dire qu'on se met exactement en face de lui. Donc ça ne sert à rien de haïr son ennemi. Alors que haïr la femme qu'on a aimée ou qu'on aime, là, ça a déjà plus de sens. C'est le revers de la médaille de l'amour. Et surtout, on s'étonne d'être capable d'autant d'intensité dans la haine qu'on en avait dans son contraire. C'est très étrange. Par exemple, vous haïssez vos parents ou vous dites non? Ah non, mais je souhaite leur mort, c'est tout. Mais c'est les bases. Non, mais c'est les bases. Mais c'est pas les seuls dont je souhaite la mort. Il y a plein de gens. Heureusement que le cerveau a inventé l'idée de souhaiter la mort de quelqu'un. Ça permet, si vous voulez, ça sert de tamis justement à la rancune. Ça sert à écouler ses misères. Et d'une certaine manière, on n'est plus dans la rétention. Ça permet d'écouler le pu. Vous écrivez « Plus tu m'aimais, plus j'accumulais de force, plus je capitalisais d'assurance pour traîner dans d'autres corps que le tien. » Et est-ce que c'est pas cette phrase qui dit « Il faut admirer pour aimer et mépriser pour jouir » ? C'est pas tout à fait la même chose. Là, je voulais simplement dire qu'il y avait chez l'homme une part d'ingratitude. Je ne me prononcerai pas chez les femmes, mais chez les hommes, une part d'ingratitude parfois, d'aberration aussi, où alors qu'ils étaient totalement impuissants à séduire quand ils étaient célibataires, alors qu'ils se trouvaient complètement dépourvus de toute séduction possible quand ils étaient célibataires, tout d'un coup, le fait de rencontrer une femme qui les aime et qui se comporte bien avec eux, les transforme en êtres abjects, qui leur donne cette assurance qui leur manquait pour pouvoir enfin aller en séduire le maximum possible. Et ça, je l'ai vécu, je l'ai vu chez d'autres, et ça, c'est quelque chose que j'ai guéri chez moi maintenant, mais qui m'a souvent frappé. Vous avez quelqu'un qui vous donne tout, et la seule manière que vous avez de la remercier, cette personne, c'est d'aller coucher avec d'autres filles parce qu'elle vous a donné ce qui vous manquait avant, c'est-à-dire votre mojo que vous aviez perdu. C'est quand même terrible. Mais je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que je l'avais fait beaucoup. Et un jour, j'en ai eu marre, donc j'ai commencé une psychanalyse pour ne plus au moins faire cette chose-là. Oui, et en plus, vous dites, quand on est avec une fille très belle, on a beaucoup plus de succès. Donc on est regardé très différemment. En fait, on est beaucoup plus regardé en fonction de la fille avec laquelle on est plutôt que par rapport à ce qu'on est. Je ne me souviens pas avoir dit ça. En revanche, ça se voit dans votre regard. C'est-à-dire que quand vous êtes aimé de quelqu'un, vous avez un regard qui cesse d'être celui d'un chien galeux et d'un type qui crève la dalle. Et donc, si la fille voit dans votre regard que vous crevez la dalle, même si vous êtes le mec le plus beau de la Terre, ça sera non. En revanche, si vous avez le regard d'un type rassasié, qui n'a pas besoin du tout de la fille en question, évidemment, ça crée des besoins. Enfin, je m'aperçois quand même que le degré d'analyse qu'on est en train d'avoir est quand même assez bas. Là, on est retombé au café du commerce. J'ai pas changé depuis l'âge de 13 ans, c'est terrible. Vous écrivez « Elles, les femmes, étaient gourmandes de cravache et de sperme, de poubelles et de frénésie, d'urine et d'hématomes et d'orgasmes. J'eusse 1000 fois préféré leur lire mes textes, évoquer Virgile, j'en passe, mais il fallait que je prisse en compte leur consternante réalité. De la réalité, je me promettais de leur en prodiguer. » Je me suis aperçu quand j'avais 17 ans, et ça a été une révolution copernicienne dans mon cerveau,
à 17 ans, j'ai eu une révélation inouïe. Un copain m'a fait comprendre que les femmes aussi avaient envie de baiser. Je ne m'étais jamais posé la question. Non mais je dis bien de baiser. J'utilise sciemment ce verbe. Ça a été une révélation. Pour moi, jusqu'à 17 ans, c'était les hommes qui voulaient faire l'amour et les femmes, un peu comme dans certains documentaires animaliers, hein, on voit par exemple que la girafe n'est pas prête, quoi, elle ne veut pas, c'est pas le moment. Et pour moi, les filles, c'était des femmes qui se refusaient quand j'avais 17 ans. Elles se refusaient. L'homme avait un désir, il fallait qu'il imprime ce désir sur la femme, mais elle condescendait au coït, mais vraiment pour se débarrasser d'une occasion pénible pour elle. Et à 17 ans, un copain, Pascal Omnes, il s'appelait, je ne sais pas ce qu'il est devenu, m'a fait comprendre que les filles avaient un désir aussi. C'était réciproque le désir. Là, je me souviens très bien, je marchais dans la campagne, là, j'étais abasourdi par cette découverte. Je pense qu'Einstein, quand il a découvert E égale MC2, n'était pas plus bouleversé que moi. Et là, ça a été quelque chose dont j'ai mis du temps à me remettre. Et donc, quand j'ai eu cette information, je comprenais encore moins les râteaux. Parce qu'avant, les râteaux, je les comprenais parce que je me disais que les femmes n'étaient pas faites pour ça. Mais une fois que je savais que c'était réciproque et bijectif, je me suis dit, ça vient forcément de moi, le fait qu'il ne se passe rien. Oui, alors, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous avez découvert les pipes proustiennes et les pipes céliniennes. Ouais, c'était plus tard, ça. Ah oui. Ouais, est-ce qu'on va rentrer dans le détail des fellations ce soir? Non. C'est très théorique. C'est très théorique. Oui, C'est très théorique. C'est une émission très théorique. D'ailleurs, dans Anissa Corto, vous parlez de la masturbation et vous dites « L'onanisme permettait toutes les combinaisons possibles entre les femmes que j'avais croisées dans la journée, plaçant la tête de celle-ci sur les épaules, dont j'avais adoré la poitrine, je faisais l'amour à des compilations. Souvent, leurs figures se succédaient à toute vitesse ou se mélangeaient, devenaient tour à tour très nettes et très floues, disparaissaient en quelques jours, puis se rappelaient incidemment à mon souvenir. » Ce qui est pervers avec toi, c'est qu'on a l'impression, alors que tu as été chercher tous les passages qui t'intéressaient, on a l'impression que je ne parle que de sexe dans mes livres. Et en fait, c'est parce que tu es allé direct sur ces passages-là, quoi. Donc, oui, quand je masturbais, je m'amusais à faire des espèces de créatures qui n'existaient pas. Je prenais la tête de Karima, que je mettais sur les seins de Françoise, que je mettais sur les mollets. Vous voyez ce que je veux dire? Je faisais des assemblages, comme les cartes, on fait ça avec des cartes à jouer. Là. Je faisais des assemblages, quoi. C'est la phrase de Woody Allen, si je fais si bien l'amour, c'est que je me suis beaucoup entraîné tout seul. Voilà, c'est ça. Par contre, il ne fallait pas qu'au dernier moment, au moment du coït, il y ait le visage du surveillant général, etc., qui viennent qui viennent raturer toute la branlette qui avait précédé, quoi. Tu as l'impression vraiment de te faire avoir, quoi. Alors d'ailleurs, dans Anissa Corto, où le narrateur joue un Donald à Disneyland, vous dites « Paris est une ville de prometteurs, on vous appelle, on vous convie, on vous invite, la machine à promesses se met en branle. Paris vous appartient. » Je rappelais timide, le prometteur était en réunion avec des prometteurs. Le prometteur promettait de me rappeler, mais on ne savait pas quand. L'automne passait dans la succession des femmes inaccessibles, des souvenirs douloureux, des répondeurs muets. Et j'imaginais angoissé, mes prometteurs promettant à d'autres, et tenant peut-être avec ces autres les promesses qu'ils n'avaient pas tenues avec moi. J'avais été oublié, je n'étais plus qu'un déjeuner lointain, un coup de fourchette évasif. C'est la violence sociale de Paris. Des types, quand tu as 25 ans, tu arrives à Paris, des types disent « je te rappelle ». Mais en fait, les mecs ne rappellent jamais. Ils te promettent « oui, il faut que tu passes au journal ». Mais quand tu passes, tu verras jamais le type. En fait, c'est tout le temps ça. Et je me suis vite rendu compte que si je ne faisais pas les choses par moi-même, je n'aurais jamais rien. Rien. C'est-à-dire que tu es SDF. Si tu ne casses pas les fenêtres à coups de tatane à Paris, tu es SDF. Personne ne t'aide. Personne. Et quand on t'aide, c'est souvent pour des mauvaises raisons. Mais personne. Donc les types te promettent, les types se gaussent, etc. Et la véritable violence, elle est là, c'est d'y croire. Tu rentres chez toi, tu dis tiens, c'est marrant, le 3 de l'Express ne m'a pas rappelé. En même temps, c'est normal. Tu as 25 ans, tu n'as jamais rien fait de ta vie. Tu as 4 bouteilles de champagne dans le coco et tu crois que le mec du numéro 4 de l'Express va te rappeler alors que tu avais l'impression d'être Sioran en lui parlant. Il a dû voir que tu parlais comme dans des dialogues de films de Tinto Brass. Tu avais l'impression d'être Alain Delon en draguant les filles et tu devais avoir la gueule de Paul Prébois avec toutes les bières et le champagne. Donc, très franchement, je peux les comprendre. Surtout que j'étais vraiment très arrogant et sans doute très casse-couille. Écoutez Yann Moix, mille merci. Merci beaucoup. Mille merci Yann Moix. À très bientôt. Salut et fraternité. Ah oui.